Parlons de fondation. Là encore, quelques isolants, quelles techniques sont privilégiées? 100% isolé de l'extérieur parce qu'on veut profiter de l'irradiation de la masse. Le béton d'intérieur, les sous-sols, lorsqu'ils sont chauffés, bien entendu, on a un avantage à laisser le béton exploser. Oui, on m'a dit si on met un chips, on perd l'effet de masse thermique. On perd l'effet de masse thermique, il y a des fissures, tout ça, c'est toujours plus compliqué. La première chose, c'est de voir quel type de sol dans lequel on est. Il faut choisir le type d'imperméabilisation. C'est pas très cher, ça vaut la peine de protéger une fondation et de les garder au sec et d'avoir le bon drainage. Si on est en un phréatique et on a besoin d'un collage hydrofuge, les techniques, les produits sont très très différents. Là, on fait un peu comme une sorte de piscine. Dans des cas comme ça, on va utiliser des membranes à double paroi, un peu comme des toitures. C'est fait de quoi et c'est quel fabricant? C'est des membranes qui sont à base de bitume pour la plupart, certaines élastomères. Donc, les deux fabricants qu'on utilise le plus au Québec, c'est Dakar et Soprano, qui ont des produits très, très, très performants. Les doubles parois? Oui, donc, dans certains cas, ils sont pas appliqués à chaud, donc étendus comme un espace liquide, on peut dire. Par exemple, des produits comme Hydrotech qui sont très performants. Ça, c'est monocouche, mais on doit installer une armature de verre à travers les couches. C'est des couches subséquentes qui vont donner, exemple, 4 mm d'épaisseur. La fibre de verre? Oui, c'est un treillis, dans le fond, à l'intérieur, de renforcement, pour s'assurer d'avoir une membrane qui est rigide. Si on ne fait pas ça, on va travailler avec des membranes doubles, donc une membrane soudée de Soprano plus une deuxième par le dessus. Ces membranes doubles-là vont assurer une étanchéité parfaite dans le cas où on a une présence d'eau constante. Je ne parle pas de l'eau de ruissellement du printemps. OK, c'est ça. Là, je m'inquiétais pour ma fondation. Moi, j'ai une membrane WA Meadows, un polystyrène extrudé par-dessus. Bon. Mais j'ai un sol qui se draine bien. Exact. Le sol, c'est super important. On a fait une étude géotechnique, on n'en a pas. Quand on est fiable, on peut prendre connaissance. Il y a juste le tir, c'est super important parce que c'est jamais du copier-coller au niveau des fondations. Dépendamment si, exemple, vous êtes juste au bas d'une grande colline, puis il y a beaucoup de ruissellement au printemps, vous savez que vous allez avoir une grande présence d'eau pendant une période d'exemple de 30 à 40 jours, on va suggérer d'imperméabilisation totale. J'ai un ami qui est de l'eau dans sa nouvelle maison en ce moment. Bien, il y a deux choses. Il y a le drainage, bien entendu, qui est super important. Puis, il y a aussi... terrain. Ah oui, c'est super important. Puis, par la suite, la membrane. Le problème qu'on a, c'est qu'on va souvent installer une super membrane, puis les entrepreneurs vont aller clouer un isolant rigide. Fait que le détail de fixation mécanique, malheureusement, n'existe pas dans les dessins des fournisseurs, des manufacturiers. Fait que nous, on a développé un ancrage qui existe sur le marché, mais on l'a adapté, si on veut, pour les membranes. C'est que quand on soude la membrane, elle est chaude, elle est en fusion, on vient insérer dans une partie de la membrane cet ancrage-là, qui finit par sortir comme un flou. Et puis là, on vient piquer l'isolant polystyrène. Donc, la membrane n'est pas percée en tant que telle. Une fois que le polystyrène est percé, on se dit, est-ce qu'on veut le garder au sec? Je comprends que les isolants extrudés, tout ça, ou les polyuréthanes ont une faible absorption d'eau, mais quand même, on veut les protéger du remblai, puis on veut les protéger aussi de l'eau, qui performe. Donc, ça qu'on met un panneau par-dessus. Exactement. On met un panneau drainant. Il y a plusieurs types de panneaux drainants. Souvent, les gens me disent est-ce que je mets un delta, est-ce que je mets un miradrin, est-ce que je mets un supradrin? Mais les alvéoles en tant que telles de ces panneaux-là peuvent être différentes en fonction du type de drainage vertical qu'on a besoin. Donc, d'écoulement d'eau. Il y a des suppléments, enfin un qui s'appelle 3G, puis ils ont aussi un panneau drainant qui s'appelle 10G. On va appliquer l'uréthane ou le polystyrène par-dessus? On va appliquer le panneau drainant par-dessus le polystyrène. Donc, ce qui va arriver, c'est que... On met membrane, polystyrène et panneau. Exact. L'eau va arriver du sol, elle va venir ruisseler sur le panneau et elle va descendre le panneau par ses alvéoles, parce que les alvéoles sont protégées par un géotextile qui ne s'entrave pas. Donc, par la suite, l'eau va s'écouler jusqu'au drain et va s'évacuer. Mais ces trois couches-là sont nécessaires juste s'il y a beaucoup d'eau sur le terrain. Moi, je pense que ces trois couches-là sont nécessaires dans tous les cas. Ah oui. Aujourd'hui, on ne devrait pas prendre de chance. Il y a peu de coûts associés à ça. La seule chose qui change dans l'équation, c'est le type de membrane qu'on met sur la fondation. Okay. Dans certains cas, on peut appliquer certains produits hydrofuges qui sont des genres de fer humidité, qui sont très bien à faire. Mais un jour ou l'autre, lors de la fonte des neiges, comme c'est ici en avril, on va avoir beaucoup de neige au périmètre, on va en avoir de l'écoulement d'eau.
Cet écoulement d'eau-là, on ne veut pas l'avoir en contact avec la fondation. On veut qu'elle frappe le panneau drainant et qu'elle s'enlève au grain de fond. Ouais, chez nous, c'est ça. J'ai 2 pouces d'extrudé sur la membrane qui n'était pas appliquée à chaud, là, mais c'est sûr qu'il y a de l'eau qui se rend entre les deux. C'est ça qui est la crainte. Exactement. Avec les nouveaux systèmes d'aujourd'hui, c'est intéressant. Le panneau drainant devient un atout, disons, qui devrait être essentiel dans tous les projets. OK. Polystyrène extrudé ou expansé, les avantages et les limites? Moi, je ne peux pas parler contre les fournisseurs, mais même si les expansés maintenant ont des densités beaucoup plus fortes, qui se sont beaucoup améliorées, personnellement, je trouve que c'est un isolant qui est plus fragile. Il a sa place, mais sur une fondation résidentielle, par exemple, définitivement que je suis sur un extrudé. Nous, les études actuellement, les statistiques qu'on a lorsqu'on vient excaver une maison qui a été construite avec des extrudés il y a 20 ans, par exemple, le bon vieux bleu qu'on connaissait de Darr, il est encore en excellent état. Je ne pourrais pas en dire autant de certains isolants blancs à l'époque. Mais d'aujourd'hui, justement, les densités. J'ai pas beaucoup de records là-dessus. Ils se sont grandement améliorés. On les voit avec des super densités qui vont jusqu'à 40 livres de compression pour carré. Moi, personnellement, je ne suis pas très client des isolants blancs. Surtout dans le résidentiel, parce que les gens vont souvent opter, exemple, pour un blanc, parce qu'il y a une différence de coût appréciable. Moi, je pense que lorsqu'on met une isolant dans le sol, c'est un investissement à long terme pour la pérennité et l'ensemble du bâtiment, donc 50 ans et plus. On ne doit pas l'éliminer pour quelques centaines de dollars pour ça. Il ne faut pas quelque chose qu'on change dans 2 ans. Et les nouveaux panneaux de laine de roche, plus denses? Très bon panneau, imperméable, panneau très performant. On parle du Casquera. On en est installé. Comfort. Pour les formations sécurité. Ouais, ok. Comfort Bath? Ouais. Non, c'est des panneaux super performants. Yeah. Là, tu parles du côté extérieur? Ouais. Oui. Dans le résidentiel, je ne les ai pas utilisés. Je vais utiliser seulement les panneaux de tirage de commercial. Okay. Très beau produit, stylé de densité moyen, très performant. Là, ça fait Comfort Bath CS, c'est gros. Même aux avances, on peut le mettre en dessous des dalles. Le fabricant ne recommande pas, mais la densité est là, semble-t-il. On pourrait même le mettre sous les dalles. Là, l'avantage de sous les dalles, l'exemple d'utiliser une mousse de répane. Je ne veux pas vendre de répane, mais l'avantage, c'est d'utiliser avec le radon, avec les gaz, l'étanchéité que ça procure. Ça a un bon rendement. Une seule étape. Une seule étape. Monolithique, on vient l'attacher aux fondations. Donc, c'est une continuité par air par vapeur d'ensemble qui est très intéressante. Ouais. Quoi d'autre? De quoi n'a-t-on pas parlé? De quoi n'a-t-on pas parlé? Quels architectes sont réputés pour la qualité de leurs enveloppes, leurs détails techniques, performants? Nommons des noms. Nommons des noms, je n'aime pas ça nommer des noms. Avec qui tu as travaillé? Oui, tu peux t'en mettre d'autres à dos. Je dis que, dans le fond, le bon architecte pour moi, c'est quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui va être prêt à faire participer des experts, des professionnels, et dans lequel il va avoir un fil conducteur qui va partir du propriétaire, qui va descendre jusqu'à la livraison du bâtiment. Donc, ils vont intégrer les experts, l'entrepreneur général, les intervenants de la municipalité et tout ça. Il y a quelques bureaux à Montréal avec lesquels on fait ça présentement. Il y a le MI associé, il y a Rucolo Faubert, qui travaillent très bien, qui ont cette ouverture d'esprit-là, d'avoir une certaine écoute, de parler aux sous-traitants qui vont faire l'installation des produits. Parce qu'on sait que la qualité d'un projet va passer par sa mise en œuvre, donc par l'installateur. L'architecte n'est pas juste là pour faire un beau bâtiment. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a, moi ce que je remarque souvent, c'est que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on a les projets se font de plus en plus vite avec de moins en moins de budget par mètre carré. Et puis la conception, le vrai design d'architecture, l'amour propre à l'architecture n'existe à peu près plus. Fait qu'on a comme un compromis entre un architecte designer et puis où est-ce qu'on a besoin de beaucoup de techniques pour les détails. On est comme un entre-deux. On a peu de grands techniciens. Et puis, au niveau de l'architecture? Ah oui, de moins en moins. Puis on a peu de grands designers aussi. Parce que c'est pas là qu'on gagne les projets, c'est pas là aussi qu'il y a une rentabilité. Moi, ce que je ressens en architecture, c'est que c'est très rapide, les plans sont achevés à 75%. Il y a encore beaucoup de travail à faire, d'improvisation par les entrepreneurs. Ça vient pas, le problème ne vient pas de l'architecte, le problème vient du mandat qu'il reçoit son client. Un devis détaillé ou non?
Un devis détaillé, oui. Un devis à jour, bien entendu, oui, absolument. Moi, je suis le gars qui prône faire des plans d'architecture et inclure l'ingénierie globale. Si on regarde du côté commercial, ça devrait coûter plus ou moins 10% du coût de construction. Et en habitation? Ben, en habitation, c'est très aussi parce que la pire erreur à faire, selon moi, c'est de prendre des plans dans un dépanneur, de payer 500 ou 1000 de partir avec ça. Il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a pas de détails, c'est pas adapté. Moi, je dis toujours à mes amis, à mes clients, ça ne coûte rien brasser du papier. Le travail en amont, c'est la planification qui va faire sauver tout le long du projet, qui va assurer un projet qui est performant à la fin de la journée. Les gens payent plus cher pour leur courtier en immeuble que l'architecture. Exactement. Fait que, si on parle d'un projet, exemple, de 400 000 un projet moyen aujourd'hui, une maison de 400 000 dépenser 20, 25, 30 000 professionnels, parce qu'il n'y a pas quelque chose d'exagéré. De planifier tous les micro-détails au lieu de commencer à faire des changements de cloison, des changements d'idées en cours de projet. Ça sauve beaucoup d'argent. Et puis, ça prend de bien meilleures décisions. Quels prix ou certifications sont donnés par quels organismes pour reconnaître c'est qui ces bons architectes-là, si vous ne voulez pas les nommer, pour pas vous en mettre à dos? Comment le consommateur peut-il trouver ces architectes-là qui sont très forts techniquement? Nous, l'enveloppe du bâtiment, par exemple. Résidentiel ou commercial? Résidentiel. Résidentiel, c'est tout un monde. Hein, c'est complexe pour le consommateur de chercher un architecte qui va être capable d'aligner l'enveloppe et l'architecture et le design. Moi, je pense que dans un cas comme ça, le réflexe, c'est plutôt d'avoir une équipe d'ensemble. Moi, je dis tout le temps, si j'avais construit une maison aujourd'hui, personnellement, j'engagerais un designer pour des beaux détails, pour le chef-d'œuvre en tant que tel. J'engagerais quelqu'un qui est fort en design. Je donne un exemple en contemporain, Pierre Thibault. C'est un excellent exemple. Puis, je m'associerais plus avec l'ingénierie, exemple de chez R1 Patino 30, pour faire les détails d'enveloppe du bâtiment, puis je viendrais incorporer les deux. Ça devient compliqué de faire ça, là, c'est toute une mécanique, là. Mais dans les cas résidentiels, ce que je fais souvent, c'est que je vais assister les clients avec l'entrepreneur général ou l'entrepreneur menuisier pour développer des bons détails d'enveloppe. La plupart, ceux qui ont fait des conceptions, exemple, avec le nouveau climat 2.0 sont très rares, et peuvent être un exemple. Puis ceux qui sont habitués de travailler avec LEED peuvent être un autre exemple ici. Parce que la barre est quand même assez haute, puis on a des choses à respecter qui sont importantes. C'est une façon de trouver ces professionnels-là. C'est une façon de trouver ces professionnels. Il y a la liste des maisons LEED certifiées en chantier sur ecohabitation.com, justement. Moi, je vois ça comme quand on engage quelqu'un. C'est assez facile de voir, d'aller chercher des références, de voir le type de projet que les personnes ont réalisé. Et souvent, de demander, ces maisons-là ont été testées au niveau des quantités à l'air, d'avoir les rapports des quantités à l'air avec les filtres. Quand on a des maisons qui sont livrées à 0.7, à 0.5, à 0.8 de changement d'air à l'heure, à 50 pascal, ça dit pas mal l'efficacité de ce qui a été mis en œuvre. Ouais. J'ai appris qu'en Ontario, il y a 30% du marché qui est Energy Star, qui est quasi nouveau climat. Ici, le nouveau climat 2 est quand même jeune, mais on me dit que ça lève pas trop, surtout dans le multilogement. C'est terrible l'avantage que les Ontariens ont sur les programmes présentement face à nous, sont précurseurs, sont beaucoup. J'ai rencontré plusieurs organismes en Ontario dernièrement, dont NAIMA, l'Association des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, des manufacturiers en isolation. Ils sont inscrits dans plusieurs programmes. On suit de très très loin maintenant au Québec au niveau de nos programmes. Pourquoi? Une réponse plate, probablement, c'est politique. Quel niveau? C'est un désir politique. On n'a pas. J'ose espérer que ça va changer éventuellement. On le voit fédéral présentement. Il y a de plus en plus d'intérêt avec le nouveau Parlement d'avoir des programmes de développement durable. Le programme Rénovert aussi est très axé sur l'enveloppe. Je trouve ça très positif. Donc, qu'est-ce qui bloque politiquement au Québec? Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, mais il y a un manque de volonté certainement. On ne sent pas encore beaucoup d'engouement pour les programmes d'économie d'énergie tant que ça. Il y en a très peu qui sont mis en œuvre. Mais c'est ça, pourquoi ce nouveau climat ne lève pas 2.0? Ben, moi, je crois que le nouveau climat 2.0 est compliqué, beaucoup plus complexe et plus coûteux aussi.
Mais je pense qu'il y a un concours de circonstances avec l'économie actuellement et on regarde la construction résidentielle qui bat de l'aile en tant que telle. Là, on sent pas beaucoup d'engouement de la construction résidentielle. Un programme plus complexe, plus coûteux, avec moins de construction, moins d'incentive, ça fait que c'est très difficile. C'est le timing. C'est le timing. Puis, qu'est-ce que tu souhaiterais voir? Un programme idéal, genre, en rénovation? Il y a Réno Climat quand même, mais ça, c'est pas si connu. Pour moi, un programme idéal, c'est quelque chose qui va combiner la résistance thermique effective. C'est quelque chose qui est mal compris parce que on affecte de l'étanchéité, pas de l'étanchéité, mais des résistances thermiques sur l'isolation, exemple, comme un tel programme va exiger R50 ou R80 exemple dans un entrepôt. Lorsqu'on combine les ponts thermiques de l'enveloppe, la pénétration et l'ensemble de l'œuvre, on commence avec une résistance thermique effective dans des maisons conventionnelles aujourd'hui qui ne dépassent pas R5. Fait que si les programmes pouvaient vraiment bien focuser sur une valeur effective... Ça ne vient pas dans les codes bientôt, ça, je Oui, ça s'en vient. Combiné à une intensité à l'air qu'on doit respecter, et marié à un niveau de consommation au mètre carré, exemple 15 kW du mètre carré, comme certaines normes européennes avec la maison passive. Si on combine les quantités à l'air, on dit on a un objectif de 50 changements d'air à l'heure de 50 pascal, on a 15 kW par mètre carré, avec une résistance effective de 17 ou de 18 ou de 20, on serait totalement sur une autre. Connais-tu l'indice solaire passif d'éco-application? Non, pas non. Ils vont, c'est pas une certification, mais ils vont attester la consommation au mètre carré, mais le maximum, c'est à 50. Donc, une maison, c'est 165 kWh par mètre carré, et on va reconnaître ceux qui sont 50 et moins. Okay. Il y a Relevé d'air qui fait ça, entre autres. Ah oui, excellent. Ouais. Mais ça, c'est des programmes qui sont basés sur la performance à réaliser. Donc, c'est des valeurs qui, au moins, sont sérieuses. Versus se dire, on va acheter R100 d'isolant thermique dans notre bois, mais on ne mesure pas les quantités à l'air. Donc, la combinaison de certains facteurs, et on attribue encore plus d'importance, par exemple, au vapeur. Si on regarde dans certains bâtiments qui sont désignés en architecture pour exemple 35% d'humidité relative moyenne, le par vapeur, si on a un par air, peu de cause dans un bâtiment comme ça, le par vapeur, il n'est pas essentiel. Il y a une tendance à dire on ne met pas de par vapeur de polythène à l'intérieur des murs pour favoriser justement l'assèchement vers l'intérieur si on met un plastique à l'extérieur comme isolant. Mon impression, c'est que ça va être une tendance qui va devenir une réalité, donc seulement le par vapeur dans plusieurs types de construction, en fonction des tâches éclairaires, des matériaux choisis, on n'aura plus besoin de par vapeur. Pas comme par air. Les gens font les deux avec le polythène, c'est ça? Exact. Mais ça, c'est de l'ancienne garde, là. On faisait ça dans les années 60, 70. C'est pas la majorité des constructeurs qui font ça encore, l'étanchéité à l'intérieur avec le polythène? Surtout pour les entreprises. Oui, absolument. C'est par vapeur qui sert de faire. Mais sinon, l'alternative dans l'entretoit, c'est l'uréthane. L'alternative dans l'entretoit, c'est l'uréthane. C'est sûr que dans un cas comme ça devient coûteux. Mais il faut quand même s'assurer que le par vapeur soit super étanche, parce que dans ce cas-là, on s'en fait comme par air. Et puis, le problème, c'est pas souvent le matériel en tant que tel, c'est toutes les interstices, par exemple, les lumières encastrées qui sont une problématique majeure, les trappes externes entre doigts. On avait une porte extérieure, on flatte ça comme si c'était souvent on voit un petit morceau de gypse avec un peu de laine ou un morceau de verre de gypse dessus. En construisez-vous sur mesure des trappes dans l'entretoit? Il faut que tu viennes réparer la mienne, ça fait 18 ans que j'essaie de la rendre étanche, je suis pas sûr qu'elle l'est. Moi, je veux faire comme une porte de frisale, donc avec une petite forme magnétique. Ouais. C'est super important, c'est dehors, Faut que tu m'envoies ton pro pour un code d'accès. Okay. Les encastrés, les gens y en veulent souvent, donc c'est quoi de vous recommander pour que ça soit étanche? Mais nous, on les traite, on fait une boîte fireproof, donc parce que ça dégage quand même une petite chaleur. Dans l'entretoit. Ouais, on fait une boîte, puis on vient... ça, c'est si on met de l'halogène? Si on met de l'halogène. Si on met de l'halogène, on ne peut pas utiliser plus que 35 watts. Parce qu'il y a des capteurs de chaleur, et puis ce qu'il va faire, c'est que s'ils chauffent trop, ils vont arrêter. Ils vont s'éteindre. 50 watts, là, à cause que la boîte est isolée et étanche, elle ne diffuse plus de chaleur. Donc, elle met la température monte trop haut à l'intérieur de la boîte, et on a une chose qui fait éteindre la lumière.
c'est 35 watts maximum au niveau de l'halogène. Sinon, on utilisait des batteries de LED idéal comme ça. Ces boîtiers, on vient d'installer à l'Europen et les retourner contre le disque. Et la boîte est plus petite avec un bel. Oui, absolument. C'est très cher, hein, modelement en quartier, là, dans un entrepôt, là, faire la boîte adéquatement, l'étanchéité, l'isoler au complet, après ça, le étanche, on peut facilement parler par boîte de 50 à 70 $. Ben, le petit bel, on peut pas le mettre en surface, juste l'épaisseur du gyps, en grosse boîte. Si on fait ça, souvent, mais il faut prévoir une genre de structure, de l'exemple, un montant de 2 par 3, sur la ferme. Il y a suffisamment d'espace, prendre ça par la pente, puis le zip, ça marche très bien. C'est idéal. Ouais. Tu perds pas le par-vapeur. Exact. Ouais, ok. Cool. Isolant radiant, tu t'en mets donc à l'intérieur? À l'humidité? Moi, j'ai toujours cru au phénomène de base thermos. On peut dire le côté radiant réfléchissant, même si on n'a pas énormément de données sur son effet. Selon nous, c'est très performant. Devant un espace vert, donc pas sous une verre. Devant un espace vert. Ouais. Sous une verre, on en met de moins en moins. Là, il y a la formule uréthane avec le radon qui marche super bien. Donc, l'aluminium ne réfléchit pas sous une verre? Non. Donc, on va l'utiliser lorsqu'un mur, il y a une fourrure de bois, ou un plancher, ou un entretoit, pour faire une espace vert. Ça fonctionne très bien, si les joints sont bien connus. Le panneau Sono-Climat Eco4, tu connais? Un peu, pas beaucoup. Ouais. Un peu. C'est juste un test plus épais là, que Sandré Bourassa qui a recommandé aux fabricants MSL à fabriquer. Il est moins connu, mais c'est la tendance en Europe. Oui, ce qui est intéressant de ces panneaux-là, qu'on a vu plusieurs par le passé, c'est que le rapport est structural parce qu'il est laminé. Et ça, c'est très performant. OK, il y aurait l'aluminium sur le panneau. Oui, dans certains cas, il y a le produit que tu connais comme ce nom, là, mais ce produit-là était pas Ericsson. mais très performant par le passé. OK. Ben, merci, il y a pas de chose, tu veux dire. On va passer 2 secondes. C'est ça.